chômeurs qu'à condition que cela lui rapporte du profit. Et un profit suffisamment élevé pour que le capitaliste industriel puisse payer sa dîme à une multitude de ses congénères sans lesquels les entreprises ne pourraient pas fonctionner. Banquiers, négociants, assureurs, publicitaires et bien d'autres. Les capitalistes ont le monopole des moyens de production et sont les seuls habilités à les mettre en œuvre. C'est ce monopole-là qu'il faut briser. Car un chômeur qui retrouve du travail crée la valeur qui permet d'assurer son salaire, tout en permettant d'accroître la production sociale. Le développement capitaliste est encore à la base de l'énorme gâchis de travail humain que représente le sous-développement. Il ne s'agit pas seulement du fait que dans les pays pauvres, le chômage est en général bien plus élevé que dans les pays riches. Plus grave encore est le fait que tous ceux qui travaillent n'ont pas accès aux moyens de production qui démultiplient l'efficacité de leur travail à la mesure des capacités productives de notre époque. Combien de paysans des pays pauvres travaillent du matin au soir, avec une rentabilité 10 fois, 100 fois inférieure à celle de leurs semblables des pays développés? Le paysan africain qui cultive la terre avec un daba, sorte de petite pioche, n'est pas un chômeur. Mais le simple fait de ne pas avoir accès à un tracteur ou à une pompe à eau permettant un minimum d'irrigation, c'est que toute une partie de son travail part en fumée, et pour lui-même et pour la société. Que d'efforts humains gâchés, lorsque, faute de canalisation, l'approvisionnement en eau se fait à toute zone ou sur la tête des femmes, non seulement dans les villages, mais aussi dans les quartiers populaires des grandes villes. La concurrence, qui a été le principal ressort du progrès capitaliste, a abouti à son contraire, la concentration et la centralisation du processus capitaliste. Le capitalisme est devenu l'impérialisme. Pour reprendre une expression de Trotsky, de la concurrence, qui avait été le ressort créateur du capitalisme et sa justification historique, sort irrévocablement le monopole, malfaisant, parasitaire, réactionnaire. Ce sont ces monopoles, les Total, Exxon, les Nestlé, les Monsanto, les groupes financiers et industriels qui dominent aujourd'hui l'économie mondiale. Périodiquement, les adversaires des idées communistes prétendent que cette concentration des capitaux permet une régulation du fonctionnement du capitalisme et la disparition des crises. On voit aujourd'hui qu'il n'en est rien. Au dire même des dirigeants du monde capitaliste, la crise actuelle est une des plus graves que l'économie capitaliste ait connue depuis la grande crise qui a suivi l'effondrement de la bourse de New York en 1929. Déjà à cette époque, le capitalisme n'avait pu être sauvé que par l'intervention de l'État. L'Allemagne de Hitler, comme les États-Unis du président démocrate Roosevelt, sont alors massivement intervenus pour sauver le capitalisme en faillite, avant que, avec la guerre, tous les autres États impérialistes en fassent autant. Instruits par ce précédent, les dirigeants politiques les plus réactionnaires de la bourgeoisie, de Bush à Sarkozy, se sont brusquement mis à proclamer les vertus de l'intervention étatique. Même avant la crise, cette économie capitaliste, porteuse de l'idée du chacun pour soi, ne pouvait fonctionner sans une dose importante de l'État. Pour mieux servir les intérêts généraux de la bourgeoisie, l'État est obligé d'échapper dans une certaine mesure à la logique du profit individuel et à ses impératifs. Sans l'État, il n'y aurait pas en France d'éducation, de routes, de chemins de fer, de réseaux électriques, ni d'aménagement du territoire ou d'urbanisme, et le capitalisme ne pourrait exister. Les pertes des banques sont étatisées, alors que les profits, eux, demeurent privés. Les travailleurs rejetés de la production par la folie du système sont traités d'assistés par les porte-paroles de la monnaie. Mais c'est le capitalisme qui ne peut survivre sans l'assistance de l'État. De la même façon que pendant ces dernières décennies d'existence, la noblesse en France s'agglutinait à la cour de Versailles pour y être entretenue par le roi, la classe bourgeoise s'agglutine aujourd'hui autour de l'État pour être entretenue. Le fait que l'État joue un rôle fondamental dans le fonctionnement du capitalisme, qu'il soit obligé d'intervenir périodiquement pour sauver
délétère, néfaste du capitalisme d'aujourd'hui. Mais il exprime aussi la tendance fondamentale de l'économie à ne plus pouvoir fonctionner dans le cadre de la propriété privée. En faisant appel à l'État, le marché rend en quelque sorte hommage à la centralisation et à la planification. C'est l'hommage public à la vertu. C'est l'aveu que même sous le capitalisme, le fonctionnement de l'économie dans son ensemble a besoin d'une coordination. La nécessité d'une planification rationnelle soigne par tous les corps de l'économie, qui constitue cependant à être sous commandement privé et pour produire du profit privé. La bourgeoisie n'est plus capable de gérer les forces productives modernes. Cette incapacité n'est pas due à l'incapacité des hommes, mais à l'incapacité de tout le système économique qui arrive au bout du rouleau. Et en fait, il y a dans l'étatisme de la bourgeoisie comme une expression déformée, grotesque, de ce sur quoi est fondé aussi notre programme communiste. Car au fond, la première phase, sinon du communisme, du moins du cheminement vers le communisme, ce sera que toutes les grandes entreprises, toutes les banques, expropriées par la classe ouvrière, deviennent des services publics. C'est-à-dire qu'elles soient, dans la mesure où elles seront nécessaires, coordonnées par un plan, en vue de produire non pas du profit privé, mais pour satisfaire les besoins de la société. L'un des apports fondamentaux de Marx aux idées socialistes a été de comprendre tout ce qui, au sein même de la société capitaliste, annonçait l'avenir communiste de la société. Ce ne sont pas les communistes, mais le capitalisme lui-même qui a fait que la production moderne nécessite la coordination de milliers, de centaines de milliers de personnes. Il a fait surgir des multinationales dont les activités se déploient dans des dizaines de pays. C'est le capitalisme qui a fait que la production est de fait socialisée, collectivisée depuis longtemps. Elle est à une échelle de plus en plus vaste à notre époque. Elle est à l'échelle du monde. Mais ce travail socialisé reste soumis aux intérêts privés et c'est une des contradictions les plus graves du capitalisme de notre époque. Une autre contradiction est celle qui oppose le caractère international de la production capitaliste aux barrières nationales. À ses origines, le capitalisme s'est développé en Grande-Bretagne et en France dans un cadre national, sous la protection de l'État. Mais là encore, c'est le développement capitaliste lui-même qui a tissé des liens économiques entre différents pays d'Europe et bien au-delà, au point que l'économie étouffe dans des frontières nationales dépassées. Avec la crise actuelle, les laudateurs les plus bornés du capitalisme n'osent pas le présenter comme ils le faisaient il y a 20 ans, lors de l'éclatement de l'Union soviétique, quand ils proclamaient la fin de l'utopie communiste. Mais croire que le capitalisme peut se développer sans heurts, sans accrocs, sans crise, c'est cela l'utopie. Aujourd'hui, même chez les dirigeants du monde capitaliste, il est à la mode de parler d'insuffisance de régulation, de moralisation et d'étatisme. Dans leur discours revient cependant comme un leitmotiv l'idée que la fin de l'Union soviétique et le retour vers le capitalisme des États qui en sont issus signifie l'échec du communisme. La bourgeoisie, les économistes, les politiciens, les journalistes présentent la dislocation de l'Union soviétique non pas comme l'effondrement d'un régime politique, mais comme l'effondrement d'un système économique, et plus encore comme l'échec des idées communistes, comme la preuve qu'il est vain de tenter d'organiser l'économie sur d'autres bases que le capitalisme, la propriété privée des moyens de production et la course au profit. Eh bien, c'est un mensonge grossier. Alors, parlons du bilan de l'économie soviétique. Comme Arlette Lécuyer l'a rappelé tout à l'heure, le courant politique dont nous nous réclamons, le courant trotskiste, est né dans le combat contre la bureaucratisation de l'Union soviétique et contre le stalinisme. Contrairement au PCF, nous n'avons jamais présenté l'Union soviétique de Staline, de Khrouchtchev, de Brejnev comme une société communiste. Nous avons toujours dit qu'une société dominée par une bureaucratie s'imposant par la dictature et survivant aux parasites de l'économie ne
limites que lui a imposées la bureaucratie. L'Union soviétique a été le premier pays où le prolétariat, après avoir pris le pouvoir politique et après avoir aboli complètement la propriété féodale et la propriété bourgeoise, a étatisé les moyens de production, condition nécessaire du développement socialiste. Les dirigeants de la Révolution n'avaient pas l'intention de bâtir une société communiste dans le cadre d'un seul pays. Ils savaient que cela était impossible, car c'est précisément la division internationale du travail, la mondialisation, pour reprendre un vocable d'aujourd'hui, qui permet le haut niveau de développement des forces productives qui assure la base économique du socialisme.